Ce que je sais, c'est que les gardiens, psychologiquement, c'est plus fort qu'un joueur. Derrière le gardien de but, il n'y a qu'une ligne. C'est-à-dire les gens ne se rendent pas compte dans quel état un gardien finit le match. Non, t'es explosé, tout simplement, parce que D'accord. l'intensité de la concentration est énorme. T'as pas le droit à l'erreur. Un gardien de but, il doit être habité par une force permanente. C'est un duel psychologique. Je pense qu'en tant que Français, on avait un magnifique exemple aussi qui était Hugo Lloris. Hugo prend très vite l'information, il voit qu'il ne peut pas intervenir sur la profondeur, il est vraiment à l'horizontale et clairement, il a arrêté un but. Là, sur la tête, là. Ouais. C'est incroyable. Il y a des matchs où t'arrives, tu dis aujourd'hui, il va rien m'arriver. Il est là, promis. On n'était pas en train de mal parler de toi, tout va bien. Non. Mais je vois un changement. Ça va? Et toi? Ça va. Et là, il y a monsieur Mike Maignan qui arrive. Bon. Ça va, faut. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Causerie, ici au musée à Clairefontaine. En ce moment, il y a une petite actu qui nous n'a échappé à personne, la Coupe du Monde de football, et on va en parler aujourd'hui avec les trois gardiens des Bleus et celui qui s'en occupe au quotidien depuis tant d'années. Bonjour Franck Raviot. Bonjour Vincent. Comment tu vas? Très bien, je te remercie. Ben, c'est moi qui te remercie de me donner un peu de ton temps pour parler du coup de tes trois protégés. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans la famille des gardiens, c'est il y a toi et il y a tes trois gardiens au milieu du groupe de l'équipe de France. Oui, c'est un pool. C'est un pool particulier. C'est un pool composé de trois joueurs, mais de trois hommes avant tout. Puis effectivement, de par mon rôle, de par ma fonction, de par mes missions, eh bien, je m'intègre à celui-ci. Toi, ça fait combien de temps que tu es, parce que tu es entraîneur de l'équipe de France, c'est depuis 2012, mais ça fait combien de temps que tu es ici à Clairefontaine, toi, que tu traites du gardien ici? Alors, depuis 26 ans maintenant au sein de la direction technique nationale et depuis 16 ans dans le staff de l'équipe de France, 2 ans avec Laurent Blanc et 14 ans avec Didier. Donc, effectivement, ce sont de nombreuses aventures. Je vais commencer par une question qui va peut-être te paraître bête, mais c'est quoi un gardien? C'est qui un gardien? Et est-ce qu'il y a des traits communs à tous ceux que tu as connus ici en équipe de France? Vous avez 4 heures, vaste sujet. Oui, écoute, il faudrait 4 heures ou plus. Mais mais on va essayer de faire plus court quand même, évidemment. Un gardien de but, c'est un joueur déjà à part entière. C'est un 11e de l'équipe, mais c'est un joueur essentiel parce qu'on ne peut pas jouer un match sans gardien. Un gardien de but, ce sont beaucoup de responsabilités. C'est un rôle ingrat, c'est un quotidien fait de beaucoup de travail, de beaucoup d'investissement. C'est un souci permanent d'être le plus précis possible dans son travail, d'être en recherche permanente du détail pour performer, du détail pour s'améliorer, du détail pour rester le plus constant et le plus régulier possible dans la performance. Un gardien de but, c'est un athlète avant tout, un athlète qui se doit d'être C'est quelque chose qu'on oublie souvent, non? Oui, se doit d'être le plus complet, le plus harmonieux possible. Il doit se servir parfaitement de ses mains, de ses pieds. Il doit Son corps, la détente. Exactement. Il doit travailler avec sa tête aussi pour analyser, pour réfléchir, tout en étant le plus instinctif possible également. Un gardien de but, c'est le joueur de football le plus complet de par sa spécificité et de par ses nombreuses responsabilités. Je ne contredirai pas là-dessus et je pense que tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui seront assez d'accord. Il est là. Bonjour Robin Risser. Je t'en prie, viens t'installer, promis. On n'était pas en train de mal parler de toi, tout va bien. Tu peux t'installer. Franck, que tu connais quand même assez bien. Quel plaisir. Plaisir partagé. Ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. Tu peux me tutoyer là, on est très Allez. tranquille. Est-ce que tu te souviens, toi, de ta première Coupe du Monde, de ton souvenir de première Coupe du Monde, c'est quoi? C'est 2010, t'es jeune, toi, t'as 5 ans, c'est ça? En 2010, je suis encore un peu trop jeune. Ouais, c'est 2014 du coup ton premier Ouais, souvenir? 2014, vraiment, C'est au quoi? Brésil, où c'est ma première vraie connaissance, on va dire, de l'importance de cette compétition Ouais. et de tout ce qu'elle rapporte et ce qu'elle peut rapporter à un pays. C'est quoi tes premiers souvenirs à la télé comme ça de 2014? Un mauvais souvenir, c'est contre l'Allemagne, notamment la frappe de Benzema. Et l'arrêt de Neuer, la main. Ouais, quand on pensait que c'était une barre. Je me rappelle que j'étais avec tout le village dans la salle polyvalente sur un grand écran géant. Et ce mauvais souvenir, cette élimination. Tu te rends compte que Franck, il y était déjà, toi, à ce moment-là, comme ça. Et là, maintenant, tu te retrouves entraîné par lui. C'est quand même pas mal, non? Ouais, c'est beau, très content, très heureux, forcément. Et j'espère qu'on va pouvoir vivre une belle aventure ensemble.
Oh, ça, j'en ai pas de doute. Ton souvenir, toi, de 2014, c'est pareil, c'est l'arrêt de Neuer, c'est la compétition avant, c'est quoi qui te reste? C'est un ensemble de choses. C'est le pays du football, le Brésil. Au-delà de ça, c'est l'engouement populaire, c'est la ferveur, ce sont les couleurs, ce sont ces matchs joués dans des stades très particuliers. Et surtout dans ce fabuleux stade, le stade légendaire qu'est le Maracanã. Nous y avions joué deux fois, contre l'Équateur et contre l'Allemagne en quart de finale. Et effectivement, bon, c'est un stade que tout passionné de football connaît. Tout le monde connaît ce nom merveilleux de Maracanã. Toi, 2014, tu étais déjà gardien de but? Oui. Et clairement, dis-moi, c'est peut-être une question bête pour toi, mais comment on choisit gardien? Pourquoi on devient gardien? C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, on se dit, à la récré, je vais me faire tirer dessus par les copains? C'est quoi l'élément déclencheur? Honnêtement, je pense que ça se choisit pas vraiment. Je pense que c'est quelque chose d'inné qui est en nous. Quand on est jeune, on le sait pas trop. Ouais. Et au fil du temps, quand on joue avec les copains, on a une préférence à aller au but. On n'est pas trop à l'aise à enchaîner les courses sur le terrain, donc on se met dans les buts et en général, si tout va bien, on se sent à l'aise. Donc après, on considère que c'est notre poste à nous. Je me rappelle qu'avec mes amis, eux, ils voulaient tout le temps en mettre. Moi, je détestais en prendre. Et le jour où voilà, j'ai compris ça, que je détestais en prendre, c'est que j'ai compris que c'était fait pour moi. Ouais, à ce moment-là, tu t'es dit, bon, ça va, j'ai choisi la bonne voie. Exactement. Une Coupe du Monde à la télé, est-ce que ça confirme l'envie d'être gardien et de vivre ça, tout simplement? Quand on est jeune et que tu vois ça, est-ce que tu te dis tout de suite, bon là, c'est ça mon objectif plus tard? Quand on est jeune, je pense qu'on a cette légèreté. Quand on est jeune, le but premier, c'est vraiment de jouer avec les copains, de prendre du plaisir, de marquer des buts, de gagner des matchs. On ne se rend pas encore compte de ce que c'est et de tous les sacrifices que ça comporte. Et c'est plus après, en grandissant, en passant, on va dire, les niveaux que... on se rend compte en fait de ce que ça représente exactement, quoi. Au fur et à mesure, quand tu grimpes comme ça, tu te dis, ok, là, ça commence à devenir tangible, quoi. C'est ça, on commence à y croire, on commence à comprendre dans le milieu dans lequel on est et ce qu'il faut faire pour aller tout en haut. Tu avais un gardien qui te faisait rêver, toi, quand tu étais plus jeune, quand tu étais dans tes centres de formation, quand tu étais à Strasbourg, je sais pas, c'était peut-être au Kidja, il y avait un gardien qui te servait de modèle, toi? Je dirais forcément Manuel Neuer, pour notre génération des gardiens de but, pour tout ce qu'il a fait pour le poste. Mais je pense qu'en tant que Français, on avait un magnifique exemple aussi qui était Hugo Lloris, pour tout ce qu'il a fait déjà pour l'équipe de France, pour sa longévité dans sa carrière, pour sa régularité tout au long de sa carrière. Et c'est un gardien qui a rapporté beaucoup de points dans les différentes compétitions, qui a rapporté des qualifications et qui a aidé à ramener un trophée notamment majeur en 2018 et qui nous a fait exister aussi dans la Coupe du Monde 2022 et dans beaucoup d'autres compétitions. Donc c'est sûr que Hugo Lloris est un très bon exemple. C'est fou l'impact qu'ont ces deux gardiens-là. À chaque fois que tu parles avec un gardien, il y a le côté Neuer pour tout ce qu'il a, comme tu l'as dit, il a représenté. Et tu as le côté Hugo aussi pour l'impact du travail, de la longévité qui est toujours répété aussi. Toi qui as travaillé avec Hugo, ça doit résonner. Mais c'est admirable. Ça impose le plus grand des respects, et un respect éternel, parce que Hugo fait partie du panthéon du football français, de par sa longévité, de par son statut, de par ce qu'il a apporté à l'institution équipe de France. On parlait de la Coupe du Monde 2014 et de l'arrêt de Neuer. Est-ce qu'il y a d'autres arrêts comme ça qui te restent en tête de cette compétition-là ou d'autres derrière qui ont fait que tu t'es dit waouh, ça c'est être un grand gardien? Non, pas spécialement de cette Coupe du Monde. J'ai un arrêt de Lloris contre l'Uruguay en 2018 qui était phénoménal. Et c'est dans ce genre de moment qu'on se dit que voilà, être gardien, c'est fantastique et qu'avoir un bon gardien, ça ramène des trophées. Ah, tu vois, en fait, tu as écrit les questions à ma place, c'est ça. Parce que voilà, j'ai évidemment d'aller en parler. Cet arrêt de Lloris contre l'Uruguay, quand on est gamin, qu'on commence à se construire en tant que gardien de but, combien de fois on le met en replay sur YouTube? Comment on l'analyse? Qu'est-ce qu'on retient de différent que genre moi, qui regarde mon écran et qui juste crie? En fait, on comprend déjà à quel point il est important à ce moment-là du match, pour le résultat final du match.
et à quel point c'est dur de réaliser ce genre d'arrêt. Comme là, on peut penser que c'est juste une tête, mais tu as un replacement, tu as une stabilisation des appuis, tu as une poussée qui est importante, et tu as surtout le fait de ne pas remettre le ballon dans les pieds de l'attaquant et de le repousser dans une zone morte. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très dur. Donc il y a vraiment une analyse différente de l'analyse que je fais moi, ou juste je célèbre, on est d'accord. Est-ce que toi, Franck, c'est compliqué à dire, mais est-ce que c'est le plus bel arrêt d'un gardien sous ta responsabilité en équipe de France? Il fait partie, en tous les cas, des plus importants. Il est magistral. Il fait suite à un coup franc relativement éloigné. Hugo prend très vite l'information. Il voit qu'il ne peut pas intervenir sur la profondeur, donc il se réajuste sur un déplacement arrière. À partir de ce moment-là, il est effectivement, comme l'a dit très bien Robin, il est stabilisé. Et puis il y a une impulsion qui est totale. Il est en hyper-extension, il est vraiment à l'horizontale, en parallèle horizontal du sol. Et l'hyper-extension, elle se fait avec un bras qui est complètement déplié. Il va chercher très loin, très très loin. Il prend la bonne option en ne voulant pas essayer, tenter de conserver le ballon. Ça aurait été très difficile. C'est d'essayer de ne pas la remettre dans la mauvaise zone. Voilà, et clairement, il a arrêté un but. À ce moment-là, il a arrêté un but. Lorsque du banc, on a vu cette action et on a vu ce geste d'Hugo décisif et déterminant, c'était un moment fort. Et on s'est dit merci Hugo. Pareil, on est tous devant la télé, on s'est tous dit pareil, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Est-ce que tout simplement tu réalises que tu vas vivre une Coupe du Monde là? Pas encore. Honnêtement, j'ai commencé un peu à réaliser ce que c'était au match à Nantes. Tout ce qui entoure un match de l'équipe de France A. C'est quelque chose, bien sûr, un rêve que je réalise, et je pense qu'on va atterrir aux États-Unis, je vais vraiment prendre conscience de ce que c'est, de ce que ça représente. Mais bien sûr, c'est une très grande fierté et un rêve que je suis en train de réaliser, donc j'ai juste envie de profiter de ces moments-là. Oui, parce que toi, au final, on a presque tendance à l'oublier, mais tu viens d'arriver en sélection au bon moment, quoi. On peut dire ça. C'est plutôt pas mal. Bien sûr. Et je vois un changement ici au CNF Clairefontaine avec l'arrivée de M. Brice Samba. Ça a été un plaisir que de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Le changement. Ça va? Et toi? Ça va. Ça va? Monsieur Brice. Monsieur Brice. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va et toi? Un plaisir, ça va, merci. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de nous rejoindre. On parlait, comme tu peux le voir, d'une compétition qui arrive très vite. Parler de tout ce que ça peut représenter dans l'enfance, du rêve de gosse que ça peut être. Toi, à quel moment c'est passé d'un rêve à quelque chose de tangible, à quelque chose de réel, à même un objectif de dire oui, moi je veux participer, je veux vivre une Coupe du Monde dans ma vie, quoi. Tout simplement, je pense que ce rêve-là est devenu réalisable à partir du moment où j'ai intégré l'équipe de France. Ouais. Tout simplement, donc en mars 2023. Ouais. J'avais pour objectif de faire des grandes compétitions avec l'équipe de France. Donc, ça avait commencé par l'Euro. Ensuite, déjà, ça s'est coché. Voilà, c'est ça. Ensuite, c'est la Coupe du Monde maintenant. Donc, non, je pense que je me suis donné les moyens de mes ambitions, entre guillemets, pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Tu es d'accord avec Brice, c'est au moment où il arrive en sélection tout de suite. J'abonde, je souscris, je valide. Ce sont aussi ses performances et sa constance dans les performances qui ont appuyé son autorité, qui ont appuyé le fait qu'effectivement, aujourd'hui, il fait partie de ce pool, de ce cercle très fermé et de ce groupe de 3 qui va œuvrer. Et voyager aux États-Unis, incessamment sous peu. Exactement. Est-ce que l'objectif, comme je disais, de disputer une Coupe du Monde, c'est devenu un fil conducteur dans ta carrière, comme je dis ça, est-ce que ça a conditionné tous tes choix de carrière, c'est devenu un critère juste parmi les autres? Comment t'as vécu ça? Comment t'as construit ce chemin-là, quoi? Non, toute franchise, ça part de beaucoup plus loin. Ça part de beaucoup plus loin. Déjà, le choix de revenir en France après mon expérience anglaise. Je pense que ce choix-là a été dicté par le fait de pourquoi pas intégrer un jour l'équipe de France. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai des sollicitations avec l'équipe nationale du Congo, mais j'ai toujours eu au fond de moi la conviction que je pouvais y être. Donc voilà, donc je pense que le choix de venir à Lens en 2022 fait partie aussi de ce processus-là, tout simplement. Après, comme le coach a dit, le coach Franck l'a dit, c'est mes performances qui
qui ont fait que j'ai pu toucher ça et pouvoir y être, en tout cas, de ce groupe-là. Tes choix, en fait, évidemment, ça vaut quelque chose, mais c'est les performances qui parlent, en fait, c'est ça que tu dis. Ça, c'est sûr, c'est sûr que c'est clair que c'est le terrain qui parle. Voilà, après, il y a le comportement au quotidien aussi, il y a plein de facteurs, mais c'est vrai que le facteur numéro 1, ce sont les performances. Tu en as parlé, tu es donc de la sélection du Congo. Toi, tu es le fils d'un international, d'un gardien international congolais, pardon. La perspective d'envoyer un Samba à la Coupe du Monde, c'est lourd à porter ou au contraire, c'est dans la continuité, c'est quoi? Non, c'est simple, je suis le premier, donc mon père n'a pas réussi. Donc, tu pourras chambrer un petit peu comme ça? Ah, c'est déjà fait, donc non, mais c'est vrai que, oui, mon père était un très très grand gardien pour l'équipe nationale du Congo, donc, qui était capitaine aussi, qui a plus de 120 sélections, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, c'est ça, donc oui, c'est un gardien international qui était très reconnu au Congo, donc aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'il est joué. Donc, non, c'est une fierté pour toute ma famille de mettre le nom Samba très haut. Et voilà, c'est pas fini. On continue de pousser pour le mettre le maximum possible, le plus haut possible, quoi, tout simplement. Ton père te disait que gardien, c'était un métier ingrat. Est-ce que numéro 2, c'est ingrat, c'est gratifiant? C'est comment tu le perçois? Non, pour moi, ingrat, c'est même si tu es numéro 1, c'est dans le sens où c'est vrai qu'on est un peu seul. C'est vrai que gardien de but, tu n'as pas le droit à l'erreur. Je charrie souvent les joueurs là-dessus parce que je dis que nous, on n'a pas le droit de louper un contrôle, tout simplement. Eux, ils peuvent se le permettre, entre guillemets. Il y aura peut-être moins de conséquences. Nous, il y a souvent beaucoup de conséquences derrière. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit que c'est un poste ingrat, mais c'est un poste magnifique que pour rien au monde, je changerais. On est d'accord avec ça, Franck, c'est que c'est à la fois le poste le plus singulier, le poste le plus ingrat, mais le poste le plus... Enfin, presque le plus important quoi, du football. C'est le poste le plus beau. C'est le poste le plus noble et c'est le poste à la fois le plus mystérieux aussi. Parce que qui connaît mieux ce poste que ceux qui ont vécu ce poste, qui ont été imprégnés par ce poste, qui ont vécu les émotions de ce poste, qui ont vécu les joies, les bonheurs de ce poste. Et les injustices qui aussi. ont vécu les injustices de ce poste, qui ont vécu les échecs. Parfois, lorsque l'on prend un but, eh bien, il y a une forme d'échec, il y a une forme de responsabilité qui est engagée. Donc, ouais, c'est un poste qui est très particulier, qui est très singulier, mais qui est ô combien merveilleux et beau. Un jour, tu as dit une phrase que j'aime beaucoup, tu as dit « Les gens ne se rendent pas compte dans quel état un gardien finit les matchs ». Est-ce que tu peux imaginer à quoi ça ressemble de finir un match de Coupe du Monde, du coup? Est-ce que c'est encore pire? C'est ce niveau de l'intensité de la concentration. Peut-être que elle est plus forte. Je sais pas, j'ai jamais joué encore. Donc, sinon, c'est sûr que les gens se rendent compte ne pensent pas qu'on est fatigué en fait physiquement. Ils se disent ça va, tu peux rejoindre. Mais dans les faits, toi, tu sors de là, effectivement, t'es explosé, tout simplement, parce que quand mentalement t'as été concentré à 100%. Et j'avais aussi dit, généralement, si je sors pas fatigué d'un match, c'est que j'ai pas été concentré à 100%. Donc c'est pas bon signe. Voilà, c'est ça. Donc généralement, quand j'ai été concentré à 100%, c'est vrai qu'après le match, il me faut ce temps-là de récupération. Il faut relâcher parce que l'intensité de la concentration est énorme. Et comme ça reflète ce que j'ai dit juste avant, tu n'as pas le droit à l'erreur, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est les injustices aussi que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire un match incroyable et la moindre micro-erreur fait que derrière, ça a des conséquences. Toi, tu es concentré, tu sors de là au coup de sifflet final, c'est... Exactement, c'est ça. On est un peu dans notre bulle, vous savez. On est dans notre monde, donc c'est une concentration vraiment extrême. Toi, le joueur ou le gardien que tu as récupéré plutôt le plus exténué après un match, le plus fatigué, tu as un souvenir qui reste comme ça en particulier, ou plusieurs là-dessus? Ils le sont tous. Ils le sont tous, parce que, comme vient de le dire remarquablement Brice, il y a une gestion émotionnelle, il y a une sollicitation nerveuse qui est considérable. Tu sais que chaque ballon que tu auras à négocier, tu sais que chaque instant du match va t'imposer une concentration max et une exigence maximum. Parce que ton geste, le geste que tu auras réalisé, aura une importance, une conséquence. Donc effectivement, nerveusement, cela demande beaucoup.
C'est un travail au quotidien aussi, parce que développer une Pour concentration, se préparer à ce genre de... développer une concentration, développer une attention, développer un état, un seuil d'exigence permanent, une rigueur et une discipline permanente, eh bien ça se travaille au quotidien pour pouvoir eh bien l'appliquer le Comment mieux ça se possible. travaille ça au quotidien dans Eh les... ben, à travers les entraînements, à travers le souci du détail que tu auras à l'entraînement, à travers la précision que tu mettras à chaque geste à l'entraînement, parce que chaque geste que tu vas répéter à l'entraînement, tu vas l'automatiser, tu vas le mémoriser pour mieux pouvoir le transférer ensuite en match. Tu arrives à ressentir, soit cette progression-là que tu as eu justement dans la concentration au fur et à mesure de ta carrière, même là en équipe de France, au fur et à mesure, tu le touches du doigt, justement, le fait que maintenant, de la première à la dernière seconde, tu es dans un état de concentration ultime, quoi. Bien sûr, c'est un truc, comme le coach l'a dit, c'est que j'ai beaucoup travaillé. Ça me faisait peut-être défaut un peu au début de ma carrière, justement, parce que j'avais tendance peut-être parfois à sortir un peu du match. J'arrivais peut-être pas à tenir cette constance-là jusqu'au bout. Mais oui, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend. Voilà, en faisant des erreurs aussi, tu te dis, purée, je veux pas que ça se répète, pardon, donc tu fais plus attention, tu t'es plus concentré. Mais oui, sinon, en tout cas, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est pas si facile que ça, en tout cas. Maintenant, ça fait un moment que tu es là, que tu connais ce groupe-là, même si là, ça va être ta première Coupe du Monde. Tu connais Franck, tu connais ton rôle aussi de numéro 2. Est-ce que ton but à toi, c'est quoi? C'est de faire changer Franck, c'est de continuer à progresser dans ce rôle-là, c'est de l'accompagner au mieux? Comment tu abordes ça, là, toi? Non, moi, j'ai toujours été dans le même état d'esprit. C'est d'être au maximum à l'entraînement, tout simplement. Après, moi, dès qu'on fait appel à moi, j'essaie de répondre présent du mieux possible. Je suis à la disposition du groupe, comme j'ai toujours dit. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, qui échange souvent avec les jeunes, les moins jeunes, les plus anciens comme Et moi. c'est les qualités humaines dont tu parlais tout à l'heure qui font que ça marche dans un groupe aussi. Voilà, c'est ça. J'ai toujours été, j'aime pas le dire, mais apprécié dans un groupe parce que je suis quelqu'un d'assez ouvert, d'assez simple, tout simplement. Donc non, moi j'ai un rôle à tenir, c'est mettre dans les meilleures dispositions Mike, qui est numéro 1. Donc je suis là, je suis à la disposition, je me tiens prêt. Et si le coach fait appel à moi, j'essaierai de faire mon maximum. C'est ce qu'il fallait. Il parle bien, il s'exprime bien. Hein. Ah, il choisit les bons mots, il s'exprime posément. Il a été bien entraîné par un coach. C'est fluide, c'est clair. Non, tu as réussi à apprendre ça, à beaucoup évoluer au fil de ta carrière. Tu étais comme ça très jeune ou ça s'est construit comme ça au fur et à mesure, toi? Non, beaucoup plus jeune. Tu veux tout de suite jouer, tu veux tout de suite faire partie de l'équipe. Au fil du temps, tu apprends à le gérer, tout simplement. C'est des choses qui s'apprennent aussi. C'est ça le plus dur aussi, quand on est gardien, d'apprendre ce genre de choses, sur la spécificité que du coup, il n'y a qu'un seul qui joue. Je pense qu'inconsciemment, tu te sens peut-être prêt à jouer. Et au final, peut-être que tu n'es pas si prêt que ça, en fait. Et c'est normal, c'est les handis un peu des bruits qui courent un peu à droite à gauche. Donc non, après, sinon, c'est quelque chose qui est après à gérer assez facilement. Mais c'est vrai qu'en début de carrière, c'était compliqué à gérer. Lorsque l'on est jeune, on est forcément impatient. Tout compétiteur, tout sportif, tout athlète est très ambitieux, mais veut très vite, très tôt, très rapidement. Donc il faut faire preuve de patience. Et puis il y a un élément qui aide beaucoup à la prise de conscience, c'est l'expérience. Oui, quand tu es confronté derrière à l'exigence du très haut niveau de l'équipe de France. Tu pensais prêt, en fait, oui, c'est ça. Et puis en plus, comme on le disait, c'est que ce soit Mike, Robin, toi, vous êtes les numéros 1, les cadres de vos clubs, et arriver ici après, c'est toute une autre gestion à prendre en compte, quoi. Après, gardien de but, c'est plutôt facile, entre guillemets, on se comprend très bien. Oui. On sait ce que l'un ressent. Vous avez les mêmes problématiques. Exactement, on sait ce que l'un ressent, l'autre ressent, donc c'est pas très compliqué à gérer. Après, c'est sûr que, personnellement, avec Mike, nous, on se connaît depuis vraiment tout petit, donc ça, c'est beaucoup plus simple. Ça facilite la relation aussi, du coup. Oui, aussi, bien sûr, parce qu'on n'est pas là à penser du mal, à souhaiter du mal à l'un ou l'autre, donc on est là pour se tirer à la bourre, tout simplement. Et on se respecte, il y a ce respect mutuel entre lui et moi, maintenant avec Robin qu'on apprend à connaître aussi. Donc non, on est tous ensemble. On est tout petit avec Mike, c'est-à-dire depuis quand vous vous connaissez? J'ai envie de dire depuis l'âge de 13 ans, je crois. Bon, moi j'ai 1 an de plus que Mike, donc depuis l'âge de 13-14 ans. Okay. Celui qui était au centre de formation à Paris, moi j'étais au Havre, donc
on avait souvent des bons petits matchs. Ça commençait un petit peu déjà, ça se chamaillait. Non, c'était bon enfant quand Ouais. on était petit, mais c'est Normal. vrai qu'on aimait gagner, quoi. Ouais, bah, vous êtes tous footballeurs de très haut niveau, donc oui, jusque-là, normalement, c'est normal. C'est ça. Et là, il y a monsieur Mike Maignan qui arrive. Et il va venir te piquer la place. Allez, Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Enfin, Patron, c'est pas mal ça. comment? tranquille. Vas-y. Allez, force. Yes. Force, ça va. Et normalement, je suis plutôt gentil, non? Tu peux Non, lui ça dire, va. ça se passe bien. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Mike, bienvenue. Merci d'être là avec nous et de nous rejoindre pour finir cette séquence. Bon, tu as dit patron ici. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez avec Franck? Parce que toi, tu es arrivé ici, première convocation, c'est mai 2019, mais vous vous connaissez quand même depuis beaucoup plus longtemps que ça, on est d'accord? Ouais, avec Franck, on se connaît depuis. Depuis longtemps parce que on s'est croisés quand il était un petit peu plus petit. Croisé. Oui, on s'est croisés, mais il était plus jeune, il était plus petit, il était plus ado. Voilà, donc nos routes se sont croisées il y a déjà plus longtemps. Et entre cette rencontre-là, son arrivée en 2019 et son statut depuis quelques années maintenant, en quoi votre relation a-t-elle le plus évolué? C'est une question pour vous deux, hein, donc n'hésitez pas. Vous battez pas. Tu sais, quand deux hommes se rencontrent, ils se découvrent. Ouais. Et après, quand deux hommes se parlent, quand deux hommes prennent le temps et laissent le temps à l'un et à l'autre de se découvrir pleinement, eh bien, se développe une relation particulière. Une relation déjà de grand respect, de totale confiance, et puis après de complicité. Et parfois, certains regards suffisent à se comprendre. Donc c'est une relation, en tous les cas, empreinte de belles choses. À toi, tu passes à la responsabilité. Ouais, Après la diatribe du coach, grosse responsabilité. Non, on a une relation, elle s'est bien développée parce qu'on a appris à se connaître. On a une relation de confiance. Avec le temps, on échange beaucoup plus. Ouais. J'ai pris de la maturité. Franck, il a l'expérience pour savoir quand il reçoit un jeune gardien et quand le gardien il prend de l'âge, Comment le briefer, comment l'amener, pour l'amener à être le plus performant possible, quoi. Exactement. Et comment aussi gérer la partie hors terrain, parce que c'est important. Pour être bien sur le terrain, il faut être bien dans sa tête en dehors du terrain. Bien sûr. Tu partages, je suppose. Oui, je pense qu'un entraîneur, il se doit, encore plus un entraîneur spécifique, parce que la relation, elle est très particulière et elle est beaucoup liée à la proximité avec les gardiens. Mais l'entraîneur, il doit savoir être très présent, toujours attentif, pour trouver le meilleur équilibre possible, sans être oppressant. Mais en le laissant, voilà, c'est ça, en le laissant s'exprimer aussi, parce qu'il faut qu'il puisse être, c'est lui qui est sur le Il terrain. ne faut pas être envahissant. Ce sont des hommes, ce sont des pères de famille, ce sont de grands joueurs, ce sont des joueurs qui ont un statut très très fort dans leur club, qui ont une grosse personnalité aussi. Donc il faut savoir être là en permanence pour veiller sur eux, pour prendre soin d'eux, pour les aider, les accompagner le mieux possible, mais sans les envahir. Mike, ça représente quoi pour un gamin de Cayenne de vivre une première Coupe du Monde aux États-Unis comme gardien de l'équipe de France, une équipe qui va se placer, sans trahir le secret, parmi les favoris pour la compétition, quoi. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas mal quand même. C'est beaucoup, c'est vraiment pas mal parce que je sais que c'est une grosse compétition. C'est une compétition que le monde entier attend. Toute la France l'attend. C'est différent de tout ce qu'on peut connaître toute l'année en club. Voilà. Et la Coupe du Monde, surtout, c'est que c'est tous les 4 ans. Je suis un privilégié. Aujourd'hui, j'essaie de me préparer le mieux possible, sans me mettre trop de pression, sans écouter ce qui se dit. Parce que Dans ta bulle. Voilà, dans ma bulle. Voilà, on échange aussi avec Franck et les autres gardiens par rapport à ça, pour qu'on puisse rester concentré et être présent au moment venu. Mais tu t'en as parlé, est-ce que tu as quand même l'impression de vivre quelque chose, parce que tu es habitué quand même aux grandes échéances, la Ligue des Champions, tu as fait l'Euro, tu as quand même conscience de vivre un truc un peu différent de ça, quoi, déjà avec la Coupe du Monde, quoi. Bah, la Coupe du Monde, je sais que c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil, c'est la Coupe du Monde, c'est les meilleures nations du monde qui sont réunies, c'est quelque chose de différent. Mais moi, dans mon fond, j'essaye de pas mettre la Coupe du Monde trop haute
pour pas que je me mette trop de pression Bien sûr. pour déjouer. Et là, je suppose qu'il aide pas mal là-dessus, le coach là-dessus. Il a l'expérience. Il peut savoir quand il temporise. Il sait qu'on doit accélérer la préparation. Enfin, pas accélérer, mais mettre un peu plus de rythme, ralentir. Les mots aussi qu'on échange par rapport à ça. Franck, il a fait pas mal de Coupes du Monde, pas mal de grosses compétitions. Donc, il a l'expérience par rapport à ça. Donc, pour aborder cette compétition, je sais que je suis serein. Est-ce que tu as des modèles de gardiens sur lesquels tu t'appuies dans la préparation mentale, dans l'approche justement de ce genre de rencontres-là, qui vont être ce qu'ils sont, la Coupe du Monde, comme tu le disais? En fait, j'ai pas de modèle de gardien particulier, mais je sais que je regarde tous les gardiens du monde. Je regarde tous les Tu essayes de gardiens. piocher un peu à droite à Voilà. gauche? Parce qu'il y a toujours des bonnes choses à prendre et à mettre dans sa boîte à outils. Ensuite, sur le plan mental, je vais surtout tout fermer. Je vais tout fermer autour de moi, rester avec la poule de gardiens, avec Franck, pour pouvoir bien préparer et pas se prendre la tête, pas se perdre dans des choses qui n'ont pas d'énergie. Bien sûr. Tu veux positive. justement, au contraire, garder toute ton énergie pour ce moment-là, quoi. Exactement. Comme tu disais que tu prenais un peu à droite à gauche chez les gardiens, sans trahir de grands secrets aussi, là, tu n'es pas obligé. Mais qu'est-ce que par exemple, tu prends chez, on parlait d'un Neuer ou d'un Lloris, qu'est-ce que tu prends comme ça chez l'un ou chez l'autre pour te parfaire le gardien que tu es? Bah, en fait, quand tu regardes les gardiens de but, il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps où le gardien français, ça va être le gardien français à la mode, un temps, ça va être le gardien allemand, les Espagnols, etc. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de regarder qu'est-ce qui ramène pour faire la différence. Donc là, je vais aller chercher. Après, j'ai la chance, en sélection, j'ai connu Hugo. Ouais. J'ai vu sa personnalité, j'ai vu comment il travaillait, j'ai vu comment il approchait les compétitions. Ça aide aussi, du coup, de Voilà. voir ça. Donc là, j'ai pas eu besoin d'aller chercher loin, il était à côté de moi. Ouais, c'est pratique, ça. Voilà. donc je l'ai regardé. Après, les autres gardiens, je regarde en fonction. Oui, tu fais de l'analyse vidéo, Voilà, je fais de l'analyse, je regarde leur match, je suis attentif à certains détails que ceux qui connaissent pas le poste de gardien de but, ils regardent pas. Voilà, les mains, les placements, le déplacement, la vitesse, la coordination, les prises de décision, le leadership. Tout ça, c'est des choses que je regarde et après, je vois qu'est-ce qui peut me correspondre pour rajouter dans ma palette. Mike, c'est un grand perfectionniste. Mike, il est en permanence dans cette réflexion et dans cette volonté de comprendre le pourquoi. Pourquoi telle chose, pourquoi à tel moment. Donc il faut être en capacité de lui donner de la matière, de lui expliquer pourquoi. C'est pas seulement lui dire on va faire tel ou tel travail, on va orienter tel ou tel exercice comme ça. Il faut le justifier, il faut l'argumenter, Oui. il faut le développer. Toi, tu te laisses pas faire, tu essayes de savoir pourquoi, on vient me dire... Mais Non. c'est l'essence des grands compétiteurs, c'est l'essence des grands champions. Ouais. Voilà, c'est ne jamais se satisfaire, ne jamais se contenter, ne jamais se suffire. C'est repousser leurs limites, c'est être les meilleurs, c'est être le meilleur possible. Et nous, dans notre quotidien, eh bien, c'est veiller à cela, à les mettre dans les meilleures conditions, les meilleures dispositions possibles pour qu'ils soient le mieux possible et Mentalement, à la preuve. et pour qu'ils performent le plus possible. Voilà, après, c'est comme il a bien dit, moi, c'est Faut pas te dire. Ouais, c'est pas j'essaye d'être difficile ou quoi. C'est j'aime bien quand je fais un exercice comprendre où on va, parce qu'après l'entraînement, ça me permet aussi de me poser, de commencer à réfléchir sur l'exercice, Ok. quelle situation je peux retrouver. On a fait ça, j'ai été comme si... Voilà. Ok, d'accord. Parce qu'en match, ça revient, ah bah tiens, c'est la même situation, c'est des fractions de seconde. Hein. Bien sûr. Des fois en match, le ballon il est dans une zone qu'on a travaillé à l'entraînement. Tu sais où tu dois être placé. Tu sais où, voilà, je sais où je dois être placé. Automatiquement, je dis, ah bah tiens, il y a 2 jours, on l'a travaillé, là-bas, elle peut venir comme ci, comme ça. Donc, c'est vraiment des détails. C'est donner des repères, en fait, aussi, tout simplement, quoi. Ok. Avant les matchs, il y a toujours un moment où, à la fin de l'échauffement, vous êtes tous les deux. Toi, tu prends Mike par la tête, vous parlez, vous êtes très près. Il y a quoi comme type de discours à ce moment-là? C'est quoi les éléments? Parce que toi, tu es déjà en train de te mettre dans ta bulle, dans ton match et tout. C'est quoi les mots qu'on te dit à ce moment-là?
c'est Mike qui va commencer un match. Tu veux que l'on dévoile nos moments Non, mais je d'intimité? sais que tu vas pas me Tu donner vois tous les secrets. que l'on mais dévoile tu- notre mais un tête-à-tête? petit peu, s'il te plaît, un tout petit peu. Alors déjà, c'est un moment, oui, c'est un moment particulier, effectivement. C'est un moment qui appartient à cet instantané, à ce moment d'après-échauffement, une fois que Mike a travaillé tous les aspects gammes. techniques et s'est préparé tant techniquement qu'athlétiquement. Puis là, c'est un retour au calme, mais c'est un retour au calme où effectivement il y a quelques paroles, il y a quelques regards qui s'échangent, qui sont en lien avec l'instant qu'il va vivre, 20 minutes après, environ 25 minutes après, dès le coup d'envoi, il y a cette atmosphère, il y a ce lieu, il y a ce match, et il y a le fait qu'il ait pleinement conscience qu'il est très fort. Donc c'est des mots rassurants. Qu'il est très fort et qu'il sera très fort et qu'il a tout fait pour être très fort et que tout se passera le mieux possible et qu'il est prêt. Il est prêt à donner tout ce qu'il est en capacité de donner et d'apporter au collectif sa force, son énergie, parce que c'est un maillon fort et c'est un maillon très fort du collectif. C'est l'impact que ça a, c'est ce petit moment là, ce petit discours à la fin là, c'est le moment où vraiment tu te mets dans ton match, c'est ça là? En fait, c'est ce moment-là, c'est pas le moment où je me mets dans le match, mais c'est un moment fort parce que c'est une montée d'adrénaline. C'est un coup dans l'adrénaline en plus qui est court et intense. Et les mots, ils sont directs. Il n'y a pas... Ouais, ça tergiverse pas là. Ouais, il n'y a pas on va à gauche, à droite. Là, le mot, il est direct. C'est le dernier discours où tu appuies sur le bouton. Sur le bouton, ouais, let's go. et après c'est parti. Ouais, c'est un moment qui se doit être, en tous les cas, le plus impactant possible. Voilà. Et ce qui est impactant, c'est souvent peu de mots. Ce sont des mots qui se doivent être les mieux choisis possibles, les plus forts possibles. C'est un moment qui n'excède pas 30 secondes, c'est 30 secondes maximum. Mais comme le dit très bien Mike, ce sont des mots qui s'ajoutent à des mots, plus que des longues phrases. Ok. On t'en dira pas plus, Vincent. Je On peut pas t'en dire plus. On t'a déjà dit beaucoup de choses. J'ai tout donné, les enfants. Vraiment, Mais là, on est désolé, il y a des Non, choses qui restent dans l'intimité. Il n'y a pas de souci, je comprends très bien. Il faut garder quelques secrets aussi. Non, mais je comprends. Mais c'est quoi l'arrêt de rêve? L'arrêt de rêve? L'arrêt de rêve. Ouais, je partirais plus sur un arrêt décisif. Finale de Coupe du Monde, je suppose, un truc comme ça. Un arrêt décisif quand l'équipe a besoin de toi. On parlait tout à l'heure beaucoup, on en a parlé avec Robin, on en a parlé avec Brice, mais de l'arrêt d'Hugo face à l'Uruguay en 2018. Sur la tête, là. Ouais. C'est incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ce genre de moment-là, en fait. C'est le moment clé où tu peux ne pas être sollicité, mais il y a un arrêt qui va faire la différence, ou qui va redonner le coup de boost à ton équipe pour repartir de l'avant, et aussi qui va donner le coup derrière la tête à l'adversaire. C'est ça, parce qu'en fait, t'as le double tranchant. C'est d'un coup, on venait de marquer, et là, d'un coup, il y a ce surplus d'énergie pour l'Uruguay, cette tête, et tu passes de on peut rentrer à la mi-temps à un partout, c'est un peu compliqué, c'est un peu la sauce, à là, tu leur as mis un coup derrière la tête qui a fait très très mal, quoi. C'est ça, un arrêt de rêve pour toi? Bah ouais, parce qu'après, là, si on prend l'arrêt d'Hugo, là, tu te dis, on a mis une tête à ras du poteau, il est parti l'enlever. Donc, comment on va marquer? Parce qu'en général, c'est des ballons compliqués à aller chercher à ras du poteau. Est-ce que ça existe vraiment, en vrai, le rêve, quand on est gardien, tellement c'est un métier, un rôle si particulier, tu vois, c'est pas un métier de rêve, c'est un métier dangereux, presque, gardien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut aimer. Non, mais oui, je suppose. En fait, un joueur, il ne peut pas comprendre. Nous, les gardiens, on comprend. Parce que être joueur aussi, ça peut être dangereux, ça dépend des situations. Mais oui. Gardien de but, faut aimer. Faut aimer se jeter la tête la première avec les mains pour aller sur un ballon qui est entre deux. C'est un poste difficile à expliquer parce que quand tu es dedans, tu mets les gants, tu vas sur le terrain, tu te sens fort. Ouais. Tu te sens fort, vraiment. Tu te sens fort, tu te sens grand. Quand il y a un penalty face à toi, t'as l'impression que toi, tu es serein, quoi. T'arrives face à ça, tu prends tout l'espace dans la cage, t'es là, et il y a vraiment un côté où je sais pas comment l'expliquer, mais tu rentres dans la tête du mec en face, quoi. Il doit arriver serein. Le gardien, il doit arriver serein. S'il n'est pas serein... Ouais, enfin, c'est quand même pas l'idéal comme situation, quoi. Tu vois ce que c'est un duel. C'est un duel psychologique. Et ce que je sais, c'est que les gardiens, psychologiquement, c'est plus fort qu'un joueur. Donc si, dans notre tête, on se met en plus cette adrénaline-là, cette motivation-là, cette conviction-là qu'on est fort, on est serein,
on a déjà gagné un bon pourcentage du duel. Après, il faut faire l'arrêt derrière. Parce qu'il y a des Ouais, gens qui sont légèrement, prêts, ouais. Mais c'est ça qui arrive à faire la bascule pour toi, c'est d'arriver en te disant, je suis plus fort que lui dans la tête. C'est ça le truc. hein. Je suis plus fort que lui, mais avec humilité. Pas, Non, mais bien sûr, non, Ah. mais attention, non, évidemment. Mais faut l'avoir, quoi, c'est ça il faut l'avoir. Ouais. Ok. Un gardien de but, il doit être habité par une force permanente. Une force permanente, constante. Ok. C'est de vouloir gagner les duels. Tous les duels. Même les plus compliqués. Mais les duels, c'est pas seulement une situation de face à face. Le duel, c'est gagner le ballon. Le duel, c'est gagner l'espace aérien. Voilà, c'est lui qui doit le gagner. Lui qui va le gagner. Qui est maître de sa surface, quoi. Qui est maître de son espace, qui est maître de sa surface, qui est maître de tout, qui a un impact sur le jeu, qui a un impact envers ses partenaires, qui a un impact envers ses adversaires aussi. C'est ça, être gardien de but. C'est avoir cette force permanente intérieure, mais qui se dégage vers l'extérieur pour montrer que ça sera lui et pas l'adversaire. Ça sera lui et pas quelqu'un d'autre, en permanence. Il y a des matchs où tu arrives, tu dis aujourd'hui, il va rien m'arriver. Tu sens ça, Tu t'arrives. le sens. Ah ouais. Il y a des jours comme ça, Mais t'arrives. Fabien disait ça, Fabien Barthez, il disait un peu ça. Il y a des jours, t'arrives, tu sais qu'il peut rien se passer, quoi. T'as encore ce truc-là, toi. Ouais, ça arrive. Bon, en fait, je pense que ça va être tout au long de la carrière. Ça doit être bien, ça. Ça, Ça doit être pas mal. C'est une bonne sensation parce que tu te sens grand, tu te sens ta tête, tout, ta lecture de jeu, t'es en avance sur le jeu. Et le côté aussi, l'autre côté, le revers de cette De la médaille, ouais. qui est compliqué, c'est que tu as des périodes aussi quand tu es gardien. Et t'as des périodes où tu te dis, tu doutes de tout et tout. C'est pas que tu doutes, mais le côté invincible là, il s'efface un peu. Et il y a des matchs où t'enchaînes but sur but, Ouais. passe raté sur passe raté. Va comprendre. Ouais. Pourtant, t'as tout fait. Hein. Ouais, t'as bien bossé, T'as etc. tout fait. Tu prends ton cahier. Aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ça, j'ai fait ci. T'as tout fait. Tu t'es bien entraîné, tu t'es bien préparé, t'as bien mangé, t'as bien dormi, ce que tu veux. Et t'as des périodes, c'est comme ça. Comment on le sort, le gardien, de ce moment, des moments plus compliqués, du coup? Par le coach. Ah ouais, oui, là, je vais chercher les clés. Hein. Ah, tu sais, tu as un refuge qui est merveilleux, qui s'appelle le travail. Et le travail que tu dois doser, que tu dois quantifier, que tu dois équilibrer le plus possible, c'est un refuge fantastique. Tu veux toujours vraiment Et il faut se rendre compte d'une chose, Vincent, et tu t'en rends compte, parce que tu aimes le poste. Oui, parce que je suis un gardien né, c'est ça, non Tu aimes surtout le poste. Mais c'est que derrière le gardien de but, il y a une ligne. Ouais, Il n'y a qu'une ligne. Il n'y a pas de partenaire. ouais. Il peut y en C'est avoir le dernier rempart, c'est un quelquefois vrai terme, lorsque quoi. le gardien de but intervient sur un ballon aérien, sur un corner, il peut y avoir une protection derrière lui. Mais autrement, il n'y a qu'une ligne. Et donc ça impose un certain nombre de choses. Ça impose plein de choses. Les responsabilités, elles sont max, elles sont accrues. Et donc tout cela, tout cela se prépare, tout cela se construit, tout cela se développe au jour le jour, jour après jour, entraînement après entraînement, pour faire en sorte que ce gardien de but, ce grand gardien de but, il soit le plus complet possible. Mentalement, techniquement, physiquement, qu'il ait une culture tactique aussi hyper développée. Et c'est ça le grand gardien de but, le gardien de but de haut niveau, c'est ça, Mike Mignon. Ce petit objet, pardon, on n'en a pas parlé, mais je suppose que si tu avais l'opportunité de le soulever dans quelques mois, c'est aussi pour ça qu'on travaille au quotidien. C'est ça le but, de se faire du mal à chaque entraînement, d'aller se chercher, de se mettre en difficulté, comme tu disais, etc. C'est aussi pour ça, c'est ça. En fait, chaque entraînement, déjà, c'est pour s'améliorer. Mais là, actuellement, comme on sait qu'on est dans une préparation pour ce trophée, voilà, on se prépare chaque jour pour arriver prêt pour cette compétition. On arrive encore à rêver là-dessus? Je ne mettrais pas le mot rêve. Rêver, c'est planer, c'est... Objectif? Voilà, je mettrais plus objectif. Tu te lèves chaque matin, tu viens ici, tu mets ta combinaison, tu mets tes gants, tu mets tout. Tout ce que tu mets, tu sais, c'est pour quelque chose. C'est pas pour rien. Ouais, ok. Bah, écoute, en tout cas, nous, ça nous fait rêver. Continuez de nous faire rêver, messieurs. Merci beaucoup de m'avoir donné tout ce temps-là et d'avoir un peu permis de rentrer dans le secret des dieux. Voilà, ça a été un immense plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la causerie. Ça a été un plaisir. À très bientôt.